Bon, ben, c'est quand vous voulez, monsieur. Peut-être barrer la porte pour pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre Ouais. pendant le tournage. OK. C'est C'est bon. parti, je pense. Fait que c'est Ouais. vous qui... Dans son œuvre, Charles Taylor nous met en garde contre la raison instrumentale. Comment saisir cet avertissement? Bonjour, ben, premièrement, ça me fait rire ça me fait rire de lire Charles Taylor parce que c'est quelque chose qui existe en sociologie depuis 100 ans. Donc, Max Weber, un sociologue, en avait parlé. Mais effectivement, il y a un danger, mais moi je dirais même que c'est pire que ce que Charles Taylor dit, parce que ce qu'on appelle la raison instrumentale, c'est la raison qui nous permet de développer nos moyens en vue de finalité. Mais là, il y a aussi ce qu'on appelle la raison opérationnelle, qui est une raison qui est orientée dans le développement des moyens. Donc là, ça veut dire que c'est une raison instrumentale au cube ou au carré, pour être plus précis. C'est-à-dire où la rationalité, ça serait simplement de développer toujours plus de moyens rationnels, puis qu'il n'y aurait pas de finalité autre que des moyens. Donc une telle logique, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux parce que ça n'a pas de finalité humaine, éthiquement établie ou démocratiquement établie. C'est simplement l'idée d'être plus efficace pour être plus efficace. Donc c'est comme une sorte de spirale vis-à-vis de laquelle on peut perdre le contrôle en tant que société ou individu, et c'est effectivement très dangereux. Pouvons-nous penser qu'il y a un lien entre le développement de certaines technologies comme les cellulaires et Internet et l'exacerbation du caractère individualiste de notre société? Oui, c'est sûr qu'il y a un lien, mais en même temps, j'hésiterais pour faire un lien de cause à effet. Là. C'est comme de dire, est-ce que la fièvre est la cause de la grippe, pour reprendre une boutade de Karl Marx. Mais effectivement, il y a dans la société des logiques qui font en sorte que on doit le plus possible consommer de la technologie et de manière individuelle. Et donc, effectivement, il y a un lien, mais de là à dire que ça serait causé par les téléphones, je ne sais pas si c'est peut-être un peu exagéré, mais une chose est certaine, c'est que on voit de plus en plus des processus sociaux qui font en sorte que la vie devient avec une telle contrainte liée notamment au monde de l'économie que parfois aussi ça favorise l'individualisme. Puis aussi il y a le fait que on nous fait le mirage d'une société où tout le monde pourrait construire d'eux-mêmes leur vie, leurs liens sociaux, et le fait qu'il y ait des liens sociaux qui seraient déjà existants, mais qui seraient imposés ou qui seraient, par exemple, des liens sociaux qui impliquent un engagement à long terme, puis que ça devient pénible. On a juste à penser, par exemple, aux relations de couple, là, où ça devient de plus en plus difficile qu'un couple puisse s'engager longtemps. Donc, puis aussi le fait qu'il y a des exigences économiques de mobilité où on doit tout le temps pouvoir se déplacer, changer de ville si on n'a pas de travail en région, ou les horaires de travail qui font que tout à coup on n'a plus de possibilité d'avoir une routine qui est fondamentale pour, disons, avoir des liens sociaux. Donc c'est pour ça que c'est différents processus qui font en sorte que peut-être que visiblement on le voit que ça se répercute avec les téléphones et les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est peut-être aussi juste un symptôme de quelque chose qui est plus profond. Hein, parce que, par exemple, on vit dans un monde où on fait l'apologie du mouvement. Il faut que tout bouge vite, il faut qu'on puisse être aussi disponible, par exemple, pour un employeur, faire des horaires élastiques. La question de la flexibilité puis du mouvement, tout ce qui est, comme disait un sociologue, liquide, est favorisé, alors que ce qui est routinier, ce qui serait stable, est vu comme quelque chose de négatif. Mais moi, mon idée, c'est que la stabilité, la solidité, la routine, c'est peut-être justement le socle sur lequel on peut baser des relations avec autrui qui soient durables et vivantes. Mais si on est tout le temps pris à bouger continuellement, effectivement, là, peut-être que tout à coup, la question de la technologie peut aider. Puis il y a aussi le fait que, pour aussi répondre à la question, effectivement, on pourrait dire qu'il y a peut-être une illusion que le contact électronique, par exemple, de ne pas voir sa parenté en vrai, mais de les voir par Skype,
ou de se suivre par Facebook, les gens peuvent avoir l'illusion qu'ils sont en train d'établir une relation. C'est peut-être pas faux non plus, mais effectivement, on peut voir que c'est différent de ce qu'il pouvait y avoir jadis. Donc c'est vraiment, vous pensez que c'est vraiment comme la pression sociale de notre société qui nous conditionne ainsi? Oui, bien sûr. Parce qu'en même temps, ben oui, c'est juste, moi je le vois déjà en étant plus âgé que des étudiants de cégep, là, je vois déjà une différence qui fait qu'on est beaucoup axé sur la nouveauté, sur l'innovation, puis en même temps on se demande pour quels besoins que ça va satisfaire. Comme par exemple, moi j'étais à une époque où il n'y avait pas de téléphone cellulaire, puis aujourd'hui on a l'impression que de ne pas en avoir, c'est une anomalie. Ou par exemple, puis on se demande, quand le téléphone cellulaire est arrivé, est-ce que c'était un besoin qu'on avait ou est-ce que le besoin est venu après que le téléphone cellulaire soit parvenu? Comme moi, à l'époque, aller se promener en forêt sans cellulaire, c'était normal, parce qu'il n'avait pas de cellulaire, personne n'était stressé pour ça. Aujourd'hui, faire une expédition dans le bois pendant une demi-journée sans cellulaire, c'est quasiment avoir l'air d'être quelqu'un d'irresponsable qui vit dangereusement. Donc, il y a quelque chose ici d'étrange, mais en même temps, je vois que c'est sûr que c'est la pression sociale, mais en même temps, l'avantage avec la technologie, c'est que c'est une pression sociale qui n'a pas l'air d'être évidente, parce que quand c'est un curé qui nous dit « tu fais pas ça », là, on sent la pression sociale verticale du curé. Quand c'est un nouveau iPhone qui vient de sortir dans les magasins, on ne sent pas une pression sociale, on sent juste une frénésie de pouvoir l'acheter. Oui. Merci beaucoup. Croyez-vous que les nouvelles technologies, cellulaires, réseaux sociaux, soient la cause d'une altération des relations humaines? Vous en avez parlé un peu. Oui, j'en ai parlé. Ouais. Mais comme je dis, je ne dirais pas la cause. Ouais. Mais en même temps, c'est lié. Ça participe des altérations. Mais comme je vous dis, je trouve qu'il y a un danger d'accuser en tout cas, en tant que sociologue, on ne peut pas accuser des objets d'être des causes. Mais c'est plus le type de société qui valorise ce monde-là des objets. Puis la consommation de tels objets, c'est ce type de société-là qui est la cause des altérations sociales. Ouais. Que pensez-vous des relations qui se forment à partir des réseaux sociaux? Croyez-vous que ces relations virtuelles nuisent aux relations en face à face? Bien, ça dépend. On pourrait dire que si les relations par réseaux sociaux sont des amorces pour des relations en face à face, je ne dirais pas que c'est un problème. Si ça permet de découvrir, par exemple, dans les sites de rencontres ou dans le fait qu'il y ait un réseau social de joueurs d'échecs, puis tout à coup, ça permet des rencontres, puis des vraies parties, puis de lier des amitiés, je ne considère pas que ça peut être un problème. Mais le problème, c'est quand le réseau social remplace la relation humaine. C'est-à-dire que si on fait des amis, des grandes amitiés en Australie ou en France, puis qu'on ne parle pas aux gens autour de nous dans notre quartier, là, ça devient un peu étrange de voir qu'il y aurait une forme de relation sociale planétaire avec des gens qu'on n'a jamais vus, puis qu'on est toujours seul dans son coin. D'autant plus que puis aussi la relation sociale, c'est pas juste d'échanger de la communication. Hein, il y a ça aussi, il y a le fait d'être en présence de quelqu'un, c'est pas pareil, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas perceptibles ou pas rationalisables, mais juste le fait de l'amitié, d'avoir des sourires, des intonations de voix. Il y a peut-être des choses qui disparaissent quand on est devant un écran. Hein, donc, c'est pour ça que je pense qu'il y aurait le danger, notamment aussi si on pense à une relation amoureuse par Internet, on peut se dire que ça peut être assez limité, là, que ça ne fait pas des enfants forts, comme on dit. Puis il y a aussi, s'il y a des parents des parents divorcés qui ne voient leur enfant que par Skype, ben là, on pourrait dire que c'est pas une manière d'élever des enfants, parce que le rapport humain, par exemple, entre parents et enfants, ça dépasse simplement de lire une histoire par Skype et de dire qu'on a passé une belle journée, puis de parler comme ça. Il y a toute la vie qui est la vie normale qui implique le rapport direct à la personne. Ça, mais surtout, vous parliez tantôt d'amorces, comme c'est propice aux amorces, justement. Mais est-ce que vous avez remarqué un quelconque phénomène que les gens sont juste capables maintenant d'amorcer sur Internet au lieu d'amorcer en vrai?
Comme au lieu de parler à une personne, ils vont la rajouter sur Internet pour lui parler après. Ah, je sais pas. Moi, ce que j'ai pu voir autour de moi, c'était beaucoup au niveau des amis qui se ramassaient célibataires, puis qui se rendaient compte que c'était difficile Ils aimaient beaucoup Internet parce qu'ils se disaient on peut faire un échange préliminaire pour voir si on a les mêmes intérêts. Puis ça peut impliquer vraiment une facilité face aux relations amoureuses à venir, si on compare à celle de se ramasser dans un bar ou dans une discothèque ou d'essayer par les parcs à chiens où on rencontre des propriétaires de chiens ou essayer par... Il y a peut-être des moments, des difficultés aussi qui font que le site de rencontre par Internet peut avoir quelque chose d'intéressant, mais en même temps de plus intéressant que... Ben, le problème, c'est qu'on pourrait dire qu'idéalement, on pourrait rencontrer l'âme sœur dans un bal de quartier ou un bal de village, mais ça n'existe plus. Puis, et donc aussi, comme je vous disais tantôt, la question du monde du travail, là, parce que ça, encore une fois, le réseau social ici devient un outil compensatoire, c'est pas la cause, mais le fait que, par exemple, les gens ont des horaires atypiques, le fait que la société n'arrête pas complètement de travailler le dimanche, qui pouvait être jadis une journée où tout le monde était arrêté en même temps, puis là, il y avait la possibilité peut-être de faire des rencontres qui soient à l'extérieur du travail. Là, aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, pressé, horaire atypique, de tout à coup, je pense que ça peut créer de l'isolement, puis le réseau social, dans cette mesure, peut devenir une manière pour pallier à ce problème-là. En même temps, on pourrait dire aussi que ça participe de cette liquidification du monde, mais en même temps, c'est pas la cause, puis c'est pas... faut pas, je crois, critiquer les réseaux sociaux juste sur cette base. Progrès technologique et progrès humain sont-ils encore conciliables? Ben moi, premièrement, l'idée de progrès technologique, habituellement en sociologie, on fait la distinction aussi entre l'innovation technologique, parce que c'est pas nécessairement un progrès. Mais non, je crois que là, on vit dans une époque où ça fait déjà depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a des philosophes, notamment ce qu'on appelle l'école de Francfort, disaient que la technologie est tellement développée, puis on parle d'il y a quand même assez longtemps, qu'il ne devrait plus y avoir personne qui meurt de faim sur Terre. Hein. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la technologie continue à se développer et on voit qu'il y a encore beaucoup de misère matérielle malgré ça. Puis aussi, on voit toute la question aussi de l'innovation technologique et des répercussions que ça peut avoir sur les écosystèmes et donc la pollution. Donc, on voit que le progrès technologique n'est pas synonyme de progrès humain. Puis aussi, l'autre question, c'est que le progrès technologique, il suit une logique, justement, qui n'est pas celle de répondre à des besoins autres que celui de faire de l'argent. Et donc, c'est ça ici qui est le danger du monde dans lequel on vit, c'est qu'on développe, c'est ce qu'on appelle le productivisme. Ça fait déjà 40 ans que les écologistes radicaux en parlaient, c'est qu'on produit pour produire. On développe la technologie pour développer, mais après ça, comme je vous disais, c'est pas nécessairement pour répondre à un besoin, autre que d'enrichir ceux qui ont de l'argent à faire avec ça. Comme je vous dis, on voit beaucoup, par exemple, ces temps-ci, la question de la voiture autonome. Mais qui avait vraiment besoin d'une voiture autonome? Qui a dit un jour, je veux pouvoir avoir une voiture autonome, ça me enlèverait du grave souci. Mais là, personne. Mais en même temps, tout à coup, on développe ça, on investit de la richesse là-dedans. Puis je lisais un article dans le journal récemment qui disait qu'il fallait s'inquiéter de l'usage que les terroristes pourraient en faire d'une voiture autonome. Si on parle des camions béliers qui tuent du monde dans des foules, dans des événements publics, imaginez si c'est une voiture autonome télécommandée par des terroristes, c'est génial pour eux. Mais après ça aussi, l'autre affaire, c'est tous les dangers du progrès technologique, comme en agriculture, les OGM, c'était pas un besoin d'avoir des fruits modifiés génétiquement ou des poissons modifiés génétiquement, mais là, ça devient tout à coup quelque chose qui entre sans qu'on l'ait voulu. Hein? On dit le marché veut les OGM, mais le marché ne veut pas que ça soit étiqueté pour que le consommateur puisse le décerner. Là, c'est quand même un peu étrange, tout ça. Puis après ça, le danger des OGM. Hein?
qu'est-ce qui va arriver quand ça va muter dans l'environnement, tout ça. Donc, selon moi, au contraire, il faut voir ici, dans le progrès technologique tel qu'il est fait maintenant, un danger, mais en même temps, ici, il ne s'agit pas de jeter aux poubelles toute idée de progrès technologique, il faut juste la transformer, de dire, on veut que la technologie soit faite selon nos besoins ou selon notre manière qui soit conforme, par exemple, aux écosystèmes. Et donc, il peut y avoir des trucs technologiques qui soient ce qu'on appelle le low-tech, c'est-à-dire du technologique non polluant, du technologique facile à réparer. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que toute technologie n'est pas bonne, hein, mais il s'agit juste de dire qu'il faut arrêter de penser que les innovations perpétuelles des machines vont nous mener à plus de progrès humain. Puis aussi, l'autre élément que je voulais ajouter, c'est que, comme vous le voyez, il y avait l'idée aussi que plus que la technologie allait être développée, par exemple, on allait baisser la semaine de travail. C'est qu'on se disait qu'on pourrait, en tant que travailleur en Occident, de travailler moins de 20 heures par semaine, mais que tout le monde travaille, ait donc une condition matérielle pour vivre, mais que la technologie nous libère du temps pour avoir vraiment la possibilité de faire des liens sociaux, de se mettre en forme, de pouvoir aller au théâtre, tout ça. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que le progrès technologique, la manière qui se fait, c'est-à-dire de manière capitaliste, c'est que il y a la robotisation de la production, par exemple, va exclure beaucoup de travailleurs, parce que si on ferme une usine puis qu'on remplace ça par une coupe de Tim Hortons, là, ça ne va jamais pouvoir embaucher tout le monde dans l'économie des services. Donc là, on a ceux qui travaillent sont surmenés par une cadence de production insupportable, inhumaine. Ils sont brûlés. Puis, parallèlement à ça, il y a des gens qui sont évacués du monde du travail, qui tombent dans une misère matérielle, qui perdent leur statut social. Fait que là, on a deux sortes d'individus, tendanciellement, là, c'est sûr que ici je schématise, ou bien ceux qui n'ont pas de travail à cause de la technologie, qui ont été remplacés par des robots ou des ordinateurs. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont maintenu un emploi, mais puisqu'ils doivent suivre la cadence de production automatisée de manière hyper efficace, bien, ils viennent totalement brûler. Donc là, on a deux sortes d'individus dans une société qui sont deux victimes de cette innovation technologique qui a perdu le nord, qui a perdu tout ancrage dans une conception éthico-politique d'une société plus humaine. J'avais jamais pensé à ça, que la technologie aurait pu comme un peu nous libérer du travail, justement, pour qu'on puisse faire des liens sociaux. J'avais jamais pensé à ça, puisque j'avais fait... c'est moi qui ai fait de la recherche à propos du progrès, sur la documentation qu'on fait. Puis ça, je savais que les entreprises innovaient pour leur argent et non pour les besoins de la population. Mais j'aurais jamais, ça ne m'aurait jamais venu à l'esprit qu'on aurait pu se libérer. Puis personne ne veut payer pour ça, tu sais. Ouais, ben là, je dois vous... ça a été dit depuis 200 ans. C'est Karl Marx qui l'a dit. Ah oui? Parce qu'il lui disait, la révolution communiste, ça sera de prendre possession de la technologie que les capitalistes auront développée, mais de l'aménager d'une manière dans laquelle, comme il disait, on pourrait aller à la pêche le matin, travailler l'après-midi, puis jouer aux cartes le soir. Donc, c'est lui-même qui disait que la technologie, si elle n'est plus au service d'une logique d'enrichissement d'une minorité, puis elle pourrait donc être faite de manière à soulager la population des besoins. Mais là, il y a un retour à Marx qui se fait actuellement en sociologie, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on juge Marx avec ce qui s'est passé en Union soviétique, en Chine, sans parler de la Corée du Nord, mais c'est plutôt le fait que Marx lui disait que le changement socialiste aurait lieu dans les pays les plus développés technologiquement. Lui pensait à l'Angleterre, la France et l'Allemagne, alors que ce qui s'est passé dans l'histoire réelle, c'est que c'est les pays les moins développés économiquement, la Russie, la Chine, qui étaient des pays essentiellement de paysans, qui ont utilisé une forme transformée de marxisme, qui s'appelle le marxisme-léninisme, pour développer la technologie. Alors que Marx lui disait pas que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait au contraire assumer que quand que la production, que le capitalisme est un mauvais moment à passer, puis qu'un coup que les capitalistes auront fait leur boulot, ben là, il faudrait changer la société pour mettre la technologie au service des besoins. Ça, c'est le Marx qui... donc, c'était présent déjà
fortement dans sa pensée. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, depuis, comme je disais, les années 70, surtout en France, tout le courant qu'on appelle de l'écologie politique. Puis aussi aux États-Unis, un écologiste qui s'appelle Murray Bookchin, qui ont fondé, les écologistes, certains écologistes théoriciens ont justement pensé, eux, d'avoir une mainmise sur la technologie, mais qui n'est pas une destruction de la technologie, on s'entend, mais qui permet justement de moins stresser l'environnement et de moins stresser les humains pour faire une vie meilleure. Donc, mais évidemment, c'est sûr qu'il y a plein de technologies qui deviendraient inutiles, hein, parce que, puis aussi, il y a l'idée de changer continuellement, parce que vous connaissez aussi que la technologie fonctionne avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il y a même des gens en électronique qui ont fait ce qu'on appelle la loi de Moore, de dire que les microprocesseurs allaient se doubler de force aux années ou aux 2 ans, puis le fait qu'un ordinateur de très belle qualité qui fonctionne bien, mais après 5 ans, on veut le changer. Mais il y a toute une logique ici qui fait que tout à coup, il faut tout le temps changer les choses. Et on sait que techniquement, on pourrait faire des objets qui soient très utiles et qui durent longtemps. Mais si on faisait ça, ben, on arrêterait la machine de consommation et de production. Donc, c'est pour ça que la technologie, il faut vraiment faire attention. Il faut pouvoir développer un discours critique face à la technologie sans tomber dans ce qu'on appelle la technophobie. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on critique la technologie, on vit dans une société où on se fait dire tu es technophobe, tu as peur de la technologie, tu vas revenir à la lampe à l'huile, tu vas revenir à la charrette à bœuf. Mais là, on part tout le temps d'un extrême à l'autre, alors que la solution n'est pas dans ces extrêmes-là, et dans l'idée, au contraire, de dire il faut, au contraire, trouver une technologie qui soit au service de nos besoins. Hein, puis aussi, un autre élément, la technologie, aussi, elle a cette utilité-là de combler un vide spirituel, hein, parce qu'on a mis en Occident beaucoup la religion dehors. Puis là, tout à coup, la religion, par exemple, répondait aux angoisses liées à la mort, au fait qu'on savait qu'on avait une vie temporaire. Puis là, tout à coup, quand on enlève la religion de là, ben, l'angoisse, elle demeure. Puis la manière d'y répondre, c'est d'investir massivement dans des technologies qui feraient allonger la vie longtemps. Puis il y en a même qui pensent, qui délirent avec l'idée d'une vie perpétuelle. Donc le fait d'investir dans une technologie de prolongation de la vie ou du ralentissement de la vieillesse, là, ici on tombe dans une logique où on refuse d'assumer existentiellement une limite qui est celle de la vie humaine. Puis là, tout à coup, on pense que la technologie va nous libérer de nos limites, de tout ancrage biologique, notamment de la mortalité. Donc ça, c'est le coup. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la technologie est utilisée de manière très intense et de manière très irrationnelle. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Parce que c'est pas vrai que parce que quelque chose est technologique, que c'est rationnel. Il peut avoir... Donc, c'est un usage irrationnel de la raison technologique. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Mais les promoteurs de la technologie, eux, ont tout le temps leurs arguments préparés, que si on critique les OGM, si on critique plein de technologies biomédicales, etc., ou d'informatique, ils vont nous dire tout de suite qu'on est contre la technologie, qu'on va revenir à la lampe à l'huile. Il faut pouvoir enclencher un débat social où on dit non, on n'a pas besoin de tout le temps se positionner entre deux extrêmes pour pouvoir prendre la parole. En fait, la question suivante, c'est selon vous, l'obsolescence des objets vient-elle affecter les relations humaines? On en avait parlé un petit peu, là. Ben, affecter les relations humaines, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est ce que ça fait. C'est sûr que ça finit par affecter parce que, dans le fond, l'obsolescence programmée, premièrement, mais ça fait en sorte qu'on est toujours en train de payer nos mensualités pour notre nouveau frigidaire. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est une manière de maintenir un endettement. Hein, parce qu'on doit, dès qu'on met de l'argent de côté pour un bidule électronique ou une voiture, puis là, tout à coup, on est tout le temps pris à devoir, dans le fond, trouver les ressources financières pour payer des objets qui sont programmés pour tomber en déchéance. Donc, de cette manière-là, on peut dire que l'obsolescence programmée, ce que ça fait, c'est que ça nous maintient tout le temps dépendants et d'un effort lié au monde du travail. Donc, ça nous stresse, puis le fait d'être endetté, ça peut être aussi des sources de stress.
Puis le fait de devoir travailler beaucoup pour payer toutes les bidules qui cassent rapidement, ça nous stresse. Et c'est sûr que ça a un effet, l'obsolescence programmée, sur les relations interpersonnelles, parce que on est tout le temps en train de... On vient de finir de payer sa voiture, que là, tout à coup, il faut en racheter une autre, puis donc on se retombe. Donc ça engendre, bien sûr, un stress, puis donc ça se répercute sur les relations humaines. Puis aussi, l'autre affaire, c'est le fait que l'obsolescence programmée, ça devient, sur le plan écologique, une catastrophe. Là, je veux dire, tous les métaux lourds qui sont dans les ordinateurs, il y a tout un... Il y a les cimetières d'appareils électroniques, les dépotoirs, ça s'emplissent d'objets qui auraient pu être mieux faits, hein, si ça n'avait pas été programmé qui casse. Et donc, je pense qu'aussi la question de la pollution peut tout le temps finir par se répercuter sur les relations humaines. C'est-tu aussi, on veut aussi aborder le sens de la question que, est-ce qu'on est peut-être conditionné à toujours vouloir remplacer nos choses par des choses nouvelles? T'sais, essayer des nouvelles choses. Je viens d'avoir une copine, si ça marche pas, c'est pas grave, je vais aller sur Internet pour aller m'en chercher une autre. Ou la voiture branche, tu sais. Comme qu'on est conditionné à vraiment vouloir tout remplacer, puis on sait que tout est remplaçable. Puis on veut plus réparer. Qu'est-ce que... Ouais, ben là, il y a l'idée que ça, c'est la grande affaire de la publicité. C'est-à-dire que la publicité, elle a découvert, puis il y a toutes des batteries de psychologues qui travaillent là-dessus, hein, que l'être humain a besoin de se consolider dans son identité par le regard des autres. Hein, on a besoin de se faire dire, quand on est enfant, on a besoin que nos parents nous trouvent bons. Puis après ça, on arrive à l'école, on veut que nos camarades de classe puis nos professeurs nous disent qu'on est bon. Hein, il y a l'idée qu'on constitue notre identité dans le regard de l'autre. Hein, c'est tout le temps ça qui arrive. Puis dans la relation amoureuse, on a notre identité consolidée par l'autre qui tripe sur nous. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qui arrive, c'est qu'on on est vraiment dans... Des êtres humains, on est comme ça. C'est pour ça qu'on est des êtres fondamentalement sociaux. C'est qu'on a besoin du regard de l'autre. Et là, ce qui arrive, c'est que la publicité, elle a découvert, a réussi à engendrer cette idée-là que quand on est propriétaire de bidules technologiques ou d'objets nouveaux, dernier cri, ben là, on reçoit un prestige. C'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a une illusion là-dedans, parce qu'on pourrait dire qu'une vraie relation humaine ne devrait pas dépendre du fait qu'on est propriétaire du dernier iPhone. Mais en même temps, il y a toute une question de... Ça, on le voit beaucoup aussi dans la mode vestimentaire. Il y a comme un piège ici qui fait que ce qu'on appelle en philosophie notre désir de reconnaissance est alimenté par la consommation. Et donc, c'est pour ça que effectivement, là, il y a une incidence radicale là. Puis c'est pour ça que il faut se déprendre de cette logique-là qui est plutôt de vouloir des relations humaines où ça ne sera pas par les choses qu'on consomme qu'on est reconnu. Hein, c'est parce qu'on fait, parce qu'on dit, parce qu'on est, et non pas parce qu'on a acheté. Et donc, cette reconnaissance. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut chercher les gens avec qui on peut comprendre que l'important, c'est pas la consommation. Puis ça, on le voit beaucoup dans les pays non occidentaux. Par exemple, moi, quand j'ai des étudiants ici à l'université qui proviennent d'autres pays, d'Amérique latine ou d'Asie, puis eux, c'est les choses qui les frappent le plus, c'est ce qu'ils appellent le matérialisme, parce qu'eux, c'est pas qu'ils sont nostalgiques nécessairement de leur pays, mais c'est qu'ils n'en viennent pas de l'importance qu'on met dans l'achat de choses, dans la possession de choses pour pouvoir sentir qu'on a une valeur sociale. Et ça, c'est pour quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'une autre civilisation que l'Occident capitaliste, c'est quelque chose de frappant. Parce qu'eux ne sont pas encore rendus là, même si ça ne les empêche pas eux-mêmes de consommer des produits comme ça, mais ça n'aura jamais l'importance pour eux, en tout cas pour l'instant, de ce que ça peut avoir pour nous. Nous, on dirait que c'est comme si, encore une fois, il y a l'idée de combler un vide. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de consommer pour se faire dire qu'on est quelqu'un d'important? Il y a quelque chose ici d'addictif, puis de dangereux. Puis si on regarde, par exemple, des courants comme il existe autour du mouvement écologiste de la simplicité volontaire, c'est des gens qui ont décidé qu'il fallait réparer les choses. Si on avait un trou dans un chandail, il fallait le coudre dans les pantalons. Donc, on faisait durer les choses, puis on endurait aussi de se révéler publiquement avec des vêtements qui ne soient pas la bonne couleur à la mode, ou avec ou d'utiliser des appareils technologiques, ou d'avoir des vélos, des voitures qui soient démodées, qui soient réparées. Donc, mais en même temps, ici,
ces gens-là qui sont dans ce mouvement-là, l'intérêt qu'ils ont, c'est que ça fait des vies qui ne coûtent pas cher, donc ils n'ont pas besoin de travailler 50 heures semaine. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui ont justement le temps de réparer les objets. Parce que l'autre affaire, c'est qu'avec le monde dans lequel on vit, si on se dit qu'il faut coudre un pantalon soi-même, bien là, il faut prendre le temps de le coudre, alors que des fois, c'est plus simple d'aller en acheter un autre. Très bien. La dernière question, c'est le sociologue Helmut Rosa décrit une société dont le rapport au temps est marqué par le sentiment d'un manque, d'une dépossession de la maîtrise de son temps et une difficulté à se projeter dans le futur. Partagez-vous cette critique? Ah ben oui, absolument. Il y a effectivement, on n'arrête pas d'en parler, bien, surtout comme dans les médias, c'est à travers la conciliation travail-famille. Puis je crois que c'est justement, mais là, il faut voir tout de suite la question du temps liée à l'idée de la... Bien, il y a l'idée du monde du travail, là, c'est fondamental. Là, comme je vous dis, il y a quelque chose là. Quand on dit, par exemple, le fait que les étudiants en classe, il y a moins de camaraderie dans les cours. Moi, quand je commence mes sessions, je fais des sondages auprès de mes étudiants, puis je leur demande qui travaille dans la classe. Puis là, il y a une majorité qui lève sa main. Puis là, quand on se met à se demander le nombre d'heures que les étudiants travaillent, c'est énorme. Hein? Donc, c'est sûr que le fait que moi, j'ai des étudiants qui ne connaissent pas effectivement d'autres étudiants parce qu'ils sont tout le temps pris à devoir aller travailler. Donc, il y a tout le temps un manque de temps. Il n'y a pas le temps de flâner à l'université, de placoter dans la bibliothèque, d'aller dans les équipes de sport récréatives. Donc, moi, quand j'étais étudiant, il y avait quand même une certaine lenteur. Quand on était étudiant, on était pauvre, mais la vie était sans doute moins chère aussi qu'aujourd'hui. Puis, le système des prêts et bourses et des frais de scolarité était moins élevé, mais en même temps, on avait la vie étudiante, on avait peut-être un petit boulot de 10 heures par semaine, mais on était en général, on avait du temps. Puis la vie était plus lente. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les exigences du travail font en sorte qu'on manque de temps tout le temps, et ça nous mène effectivement on est comme toujours dans un état d'urgence. Hein? On n'est pas dans un état où on peut se projeter dans l'avenir. Puis en même temps, comme je vous le disais, il y a quelque chose ici, c'est d'insidieux parce que, également, comme on vit dans une société qui a mis la religion, qui a évacué la religion, qui a évacué aussi une sorte de conscience d'appartenir à un mouvement historique global, de quelque chose qui nous dépasse. On a du mal à se projeter dans l'avenir, on a du mal à agir en fonction de l'avenir. On est comme tout le temps pris dans le présent, puis des fois, et aussi, vu que se projeter dans l'avenir, c'est souvent aussi, comme je disais tantôt, d'assumer l'angoisse liée à la mort. Des fois, il y a comme de s'étourdir dans l'urgence du présent, ça a quelque chose aussi d'addictif, ça a peut-être aussi quelque chose qui nous permet de fuir des questionnements difficiles liés à notre condition humaine. Donc, si on est surtout avec un certain talent et une agilité capable de suivre la cadence, hein, parce que on le voit bien que la pression que sur nous, le monde du travail, puis l'exigence d'accélération, comme dit Helmut Rosa, ça nous mine, ça nous met dans une situation, mais qui peut être grisante si on réussit, parce que c'est là que la société va se distinguer en loser puis en winner, mais la gang de winners qui réussit à bien tirer son épingle du jeu, elle se sent tout à fait, parce que souvent le fait de pouvoir s'adapter puis d'embarquer dans le monde de l'accélération, c'est souvent aussi, ça peut être gratifiant, c'est vu qu'on est adapté au monde dans lequel on est, puis qu'on peut avoir un succès économique qui vient avec ça, mais en même temps aussi, on le voit, il y a quelque chose de pathologique aussi à ça, c'est quand on se met à voir, par exemple, toute la consommation de drogues liées au fait de devoir être performant, que ce soit des drogues prescrites par des médecins ou des drogues achetées sur le marché noir. Il y a quand même ici l'idée qu'on a besoin de substances biochimiques qui nous permettent de juste suivre la cadence du monde. Quand on est rendu là, c'est problématique. À l'époque, Karl Marx, il disait que la religion, c'était l'opium du peuple, hein, dans la mesure où les gens qui étaient en position de dominer avaient besoin d'opium
pour endurer leur situation de dominée. On a pu le voir aussi dans l'alcoolisme ou dans la différente aussi de dépression puis de consommation de médicaments liés au fait d'être dans les perdants. Mais là, ce qui est particulier à notre époque, qui est délirante, c'est que même les gagnants ont besoin de drogue. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des drogues stimulantes qui vont leur permettre de maintenir la position de gagnant. Ne serait-ce que, je lisais une étude sociologique basée sur les travaux d'Armut Rosa qui montrait l'usage de drogues stimulantes chez les étudiants des universités américaines. Parce que là, à cause de la concurrence, parce qu'on vit dans un monde où c'est le délire de la compétition puis de la concurrence, mais là, la concurrence, c'est l'idée qu'on doit limiter nos heures de sommeil pour étudier. On doit le plus possible être tout le temps hyper actif pour pouvoir être accepté, pour pouvoir avoir un emploi. Donc là, ici, on est dans la classe dominante qui a besoin d'accélérer tout le temps ses décisions, ses actions pour pouvoir suivre la cadence d'un système. Donc c'est ici que là, on peut voir que la société capitaliste va frapper un mur. C'est que le mal-être, c'est pas seulement sur les gens qui sont dans une position de classe qui serait dominée. Le mal-être, il vient aussi de ceux qui sont prétendument les dominants. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde est dominé par une logique d'accélération. Donc, c'est la logique d'accélération qui domine aussi bien ceux qui ont gagné que ceux qui ont perdu. Et donc, là, il y a quelque chose ici d'inhumain, parce que quand on est rendu que c'est des familles, des classes dominantes qui vivent un mal-être, hein, comme on le voit avec la conciliation travail-famille, c'est-à-dire dans le fait que même les cadres, même les dirigeants de compagnie n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, puis de vivre en famille, puis de prendre des vacances, puis que tout le monde est tout le temps stressé, puis que ça crée des problèmes de santé, puis un mal-être, bien là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein? Puis d'ailleurs, j'ai lu récemment un livre, ça s'appelle L'extase totale, puis ça montre que la drogue qu'on appelle le crystal meth, qui est une sorte de speed, mais ça a été inventé par les Allemands juste avant la Deuxième Guerre mondiale, puis finalement on s'est rendu compte que les soldats allemands qui envahissaient l'Europe étaient tous drogués sur le speed. Puis c'est ça qui faisait qu'ils étaient des machines hyper efficaces, puis que les soldats français ou belges ou polonais étaient dépassés, c'est que c'était des machines armées qui arrivaient, puis que c'est des soldats qui ne dormaient pas pendant 3 jours, puis qui avançaient sur le territoire. Ils étaient tous à la drogue, tous sur le speed. Donc le crystal meth, c'était une drogue d'accélération, puis on voyait que ça avait une efficacité militaire foudroyante. Mais ça, on pourrait dire que, là, ben ça, c'est aller dans l'extrême, mais on voit là qu'il y a une métaphore du monde actuel. C'est-à-dire de dire que pour gagner, pour tirer son épingle du jeu, il faut être le plus rapide, accélérer le plus possible. Puis, il faut aussi, donc, si on veut, ignorer les cycles naturels du jour et de la nuit, du sommeil, de l'éveil. On est au contraire, par l'usage des technologies pharmaceutiques, on veut tenir la cadence. Puis là, moi, je pense que là, tout à coup, il y a quelque chose ici, c'est beaucoup dans le monde de l'écologie politique radicale qui est en train de se dire, il me semble que c'est une vie qui n'a pas de bon sens. Est-ce que vous pensez justement aujourd'hui dans les sociétés contemporaines que pour gagner, il faut accélérer, comme que vous dites, donc il n'y a plus moyen, est-ce qu'il y a encore moyen d'être paresseux aujourd'hui? Ben, peut-être d'être paresseux, il y a peut-être 2 sortes de paresseux. Il y a ceux qui auraient décidé de dire qu'ils n'ont pas beaucoup besoin d'argent pour vivre parce qu'ils décident de limiter leurs besoins à la source. Hein? Si quelqu'un décide de faire de l'agriculture biologique en campagne puis qui va se satisfaire d'avoir une maison modeste. Donc, c'est une manière peut-être d'être un peu paresseux dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on décide qu'on se débranche de la folie du monde actuel. Puis l'autre manière d'être paresseux, c'est d'être un enfant de millionnaire qui reçoit une rente mensuelle. Puis c'est de se dire, je vais faire plein d'argent pendant un bout de temps, ou j'hérite de l'argent de mes parents, je place ça à la banque ou à la bourse, puis je vis de la rente. Fait que là, je suis paresseux. Donc, on a 2 sortes de paresseux ici, mais
C'est sûr que de plus en plus, qu'on se rend compte, il y a quelque chose du monde d'aujourd'hui qui finit par ressembler à une société traditionnelle. C'est que il va y avoir, ça, en sociologie, on s'en rend compte, de moins en moins de mobilité sociale, dans la mesure où les riches vont rester riches, les pauvres vont rester pauvres. Puis là, il y a l'idée qu'à l'intérieur de la famille, il y a des fortunes. La question de l'héritage, de la transmission familiale de la fortune va faire en sorte que si, mettons, les premières générations ont du travail fort, puis là, il y a un capital familial qui est monté, mais la succession, elle va juste vivre sur les intérêts, puis va pouvoir aller faire du ski, voyager dans le sud, donc sans trop travailler. Mais ça, encore une fois, là, on parle d'une minorité, mais on voit que l'ensemble de la population, elle, le luxe d'être paresseux, ça devient quelque chose de plus en plus rare. Et comme pour revenir à ce qu'on a dit au début, ben, la technologie est supposée d'être conçue, si elle était utilisée rationnellement, pour nous permettre d'avoir du temps libre, la société des loisirs, puis dans une société, mais c'est pas ça qui se passe. Donc ça serait plus ça. Là. Bon, ben merci beaucoup, M. Fillon. Bon. C'était vraiment une super bonne entrevue. Ouais, c'était vraiment intéressant. Bon. Attends, j'ai juste arrêté la caméra.